Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre podcast qui porte sur la thématique que nous avons initiée dernièrement, à savoir pourquoi 80% des projets de la diaspora échouent en Afrique. Vous savez, lors de la dernière conversation, nous vous avons indiqué 5 erreurs qui en général causent la perte des projets de la diaspora en Afrique. L'erreur numéro 1, c'est la confusion entre la solidarité familiale et la gestion des projets. La deuxième erreur, c'est l'absence de traçabilité. La troisième erreur, c'est qui continue d'ailleurs à être commise couramment, c'est le décaissement global des fonds alloués au projet en une seule tranche. La quatrième erreur, c'est l'absence de tiers indépendants pour assurer le contrôle opérationnel du projet. Et la cinquième erreur, qui nous paraît être d'ailleurs l'erreur fondamentale, c'est l'absence de cadre de suivi, l'absence de système. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode numéro 1 de notre série de 3 qui porte sur le thème « Le piège invisible ». Quel est ce piège invisible? Ce piège invisible, c'est la confusion qui est couramment entretenue entre l'élan de solidarité familiale et la gestion professionnelle des projets. Vous savez, comme nous l'avons clairement indiqué la dernière fois, le problème des projets de la diaspora en Afrique, ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas comme le narratif habituel veut nous le faire croire. Ce n'est même pas la mauvaise foi des personnes à qui on confie la gestion des projets. Il nous semble, à notre avis, que le véritable problème, c'est la confusion qui est faite entre la solidarité familiale, le besoin naturel d'assister sa famille pour la couverture de différents besoins, et la gestion des projets qui rentrent dans le domaine des décisions d'investissement. Et tant que cette confusion va continuer à exister, les projets de la diaspora en Afrique resteront fragiles. En fait, quel est le noyau du problème à notre vie? Vous savez, dans nos cultures en Afrique, la famille reste un pilier central. Et il est normal lorsqu'on désire régler un problème mineur en Afrique, qu'on s'appuie, n'est-ce pas, sur le noyau familial. Un frère, un cousin, un oncle, un ami et une connaissance. Mais lorsqu'on entre dans le giron de la gestion des projets, c'est-à-dire des décisions d'investissement qui impliquent, bon, mettons le curseur à 20 000 euros, 20 000 dollars ou plus, ce n'est plus la même chose que partager un repas avec un cousin ou bien délibérer sur une question mineure au cours d'une assise familiale. Vous savez, la solidarité, elle fonctionne à l'émotion, alors que la gestion des projets, elle doit être insérée dans un cadre, dans un cadre bien structuré. Alors, quand on mélange les deux, ce qui arrive souvent, c'est que on va commencer à éviter les questions, hein, parce qu'on est inhibé par des considérations émotionnelles. On ne va pas oser formaliser les relations entre le promoteur du projet, le donateur qui se trouve dans la diaspora et le gestionnaire.
Et en général, on va envoyer l'argent par confiance affective. Et lorsqu'un problème surgit au cours de l'exécution du projet, on ne sait plus si on doit agir en gestionnaire ou en membre de la famille. Euh, donc, nous allons vous donner 4 signes qui peuvent vous alerter, qui peuvent vous permettre de savoir si votre projet est en train de prendre le chemin de l'échec inévitable. À partir de ces 4 signes d'alerte, il vous est possible, à chaque fois que vous voulez initier un projet, de faire votre auto-évaluation et votre niveau de préparation à vous engager dans ce projet. Le premier signe, c'est qu'en général, il n'y a pas de budget écrit. C'est très courant. C'est malheureusement le cas le plus répandu. Il n'y a pas de budget écrit, il n'y a pas de chiffrage exact, n'est-ce pas, du coût du projet. Le deuxième signe, c'est que lorsque le projet a démarré, vous avez peur de demander des justificatifs parce que vous êtes inhibé par des considérations sentimentales, affectives, émotionnelles. Le troisième signe, c'est que vous vous dites, bon, je lui fais confiance. Et à la fin, il n'y a pas de document signé. Il n'y a aucun document qui est signé, pas de budget, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de délai, pas d'indicateur, pas de cible. Et le quatrième signal d'alerte, c'est que les rôles ne sont pas clairement définis. Les rôles ne sont pas clairement définis dans le processus de conduite du projet. Et pourtant, exiger qu'un projet soit formalisé, ce n'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est un moyen de protéger la famille, mais c'est simplement un manque de structure, un manque de cadre. Et c'est ce qui conduit en général à l'échec des projets. Donc, la question stratégique qui se pose, c'est finalement, est-ce que formaliser un projet familial est un signe de manque de confiance vis-à-vis de votre noyau familial, ou peut-on considérer la formalisation comme un moyen de protéger tout le monde? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le fait, n'est-ce pas, de fixer un cadre bien formalisé pour la gestion d'un projet, même lorsque on confie le projet à un membre de la famille, est-ce un signe de manque de confiance, ou doit-on l'analyser plutôt comme un moyen de protéger tout le monde, de protéger la relation familiale? Dites-nous, donnez-nous votre point de vue là-dessus. Dans le prochain épisode, nous allons vous montrer l'erreur technique la plus fréquente commise par la diaspora et qui est, il nous semble, la cause fatale, n'est-ce pas, des échecs des projets de la diaspora en Afrique. Nous vous prions de liker, de partager à tous vos frères et sœurs de la diaspora et surtout de commenter. Nous allons lire tous les commentaires et ce sont ces commentaires qui nous permettent, n'est-ce pas, d'élaborer des contenus de plus en plus adaptés à vos besoins. D'ici là, portez-vous bien.